le président de la République aujourd'hui a trop de pouvoir. Incontestablement. Mais dans une période trouble, en fait, il faut que nous soyons capables de faire une prise de judo avec ce système et être en mesure d'utiliser sa force pour le retourner. Et l'élection présidentielle, elle nous donne la possibilité aujourd'hui. Aujourd'hui, prendre le pouvoir, nous, ici, dans une république parlementaire, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce qu'il faut avoir plus de 50% dans la moitié des 577 circonscriptions. Donc dans un système qui ne s'est pas écroulé, le jour où le système s'écroule, les règles du jeu sont différentes. Mais dans un système qui ne s'est pas encore écroulé institutionnellement, prendre le pouvoir dans une république parlementaire sans proportionnel, c'est impossible. L'élection présidentielle nous permet de faire un coup d'État citoyen. Parce que vous avez une élection, ce qui est unique en Europe. À travers une élection et un mouvement d'opinion massif, eh bien, prendre le pouvoir au niveau national. Et ce qui est une faiblesse, parce que cette élection présidentielle fondamentalement est une faiblesse, eh bien c'est une faiblesse que nous pourrions, nous, retourner contre le système pour pouvoir le hacker. Et ouais, il faut que les médias soutiennent cette personne et ça sera très compliqué. Hein. C'est extrêmement compliqué. Une campagne coûte plus de 20 millions d'euros. Et quand vous regardez la précédente élection présidentielle, hélas, d'ailleurs, vous avez une équation qui se vérifie. C'est 1 million, 1%. Vous regarderez tous les candidats, à l'exception de Marine Le Pen, qui a une surpondération liée au fait qu'elle ait une vraie dynamique de son côté. Maintenant, tous les autres, 1%, 1 million. Dupont-Aignan, 1 million, 1%. Mélenchon, 8%, 8 millions. Les autres, sans compter les Big Malions, 22-23%, 22-23 millions. Bon, voilà. Mais si l'élection devait avoir lieu aujourd'hui, ça serait exactement pareil, mais je vous l'accorde complètement. C'est extrêmement compliqué. Vous avez les signatures des maires, et là, le système est, encore une fois, sans le vent tourner. Parce que autant ils n'ont pas de vision, autant ils sont tactiquement parfaitement bien armés pour se protéger contre des éventuels nouveaux entrants, eh bien ils ont réformé, là, c'est en cours, là, en ce moment c'est au Sénat, les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Jusqu'à présent, n'importe qui pouvait aller à la rencontre des maires, obtenir la signature, nouer un relationnel avec un maire, obtenir la signature, et ensuite on réunit toutes les signatures, on les envoie au Conseil constitutionnel. Tout ça c'est fini, le racolage c'est terminé. Chaque maire décide en son âme et conscience de faire un parrainage et de l'envoyer directement au Conseil constitutionnel. Donc autant dire que ça rend le processus beaucoup plus compliqué pour les outsiders. Le candidat ne peut plus démarcher le maire, c'est ça que vous dites? Il peut aller rencontrer le maire. Mais ensuite, la réalité d'une relation humaine, laquelle est-elle? Je vais vous rencontrer en tant que maire. Ou des équipes de campagne vont à la rencontre d'un maire, ils discutent, ils parlent politique pendant 1 heure, le maire est convaincu. Vous savez, c'est exactement comme quand vous faites une vente dans le commerce. C'est au moment où le type est convaincu que vous devez lui donner le bon de commande et où il a le plus de possibilités de signer le bon de commande. Si vous revenez, si vous lui donnez le bon de commande à ce moment-là, vous lui dites, bon, réfléchissez bien, et si ça vous intéresse, vous me l'envoyez par la poste, vous allez avoir 2 tiers de déperdition, forcément. Ensuite, toujours, vous parliez des médias, l'égalité du temps de parole est remplacée par l'équité du temps de parole, c'est-à-dire qu'on considère que les plus connus méritent plus d'être visibles, quand on sait que les Français n'ont pas forcément envie de les voir eux. Donc oui, ce sont des contraintes. Ils ont tous été traumatisés par Jacques Cheminade, qui est un candidat qui s'est présenté à la précédente élection présidentielle, qui n'était pas connu, qui a réussi à obtenir ses signatures de façon très, très inattendue, parce qu'en fait c'est un représentant de commerce qui a travaillé pendant 30 ans à vendre des livres aux maires. Donc il a un réseau de maires absolument monumental. Donc il a réussi à obtenir 500 signatures parce qu'il a 500 amis parmi les maires. Et effectivement, il arrive sans programme, sans projet.
et les médias sont obligés de lui accorder un temps de parole, alors qu'il n'a pas grand-chose à dire, ce qui est compliqué. Mais il se sert de la jurisprudence cheminade pour verrouiller les conditions d'accès à l'élection présidentielle, ce que j'appelle la bande des trois, les Républicains, les socialistes et le Front National. Parce que maintenant que le Front National a la certitude d'avoir ses 500 signatures, de par les nombreux élus qu'il a sur le terrain, bien finalement, ça arrange tout le monde de faire une partie à trois. Tout le monde. Ça permet aux anciens partis de gouvernement, de gauche et de droite, de ne pas avoir de programme. C'est pratique, parce que quand on a le Front National en face, on peut ne pas avoir de programme, parce que le programme, c'est lutter contre le Front National. Ça permet au Front National d'exister en tant que grand parti, parce qu'on rentre dans un modèle de type tripartite. En fait, ça avantage tout le monde, sauf ceux qui ont réellement envie de faire bousculer les lignes. Mais tout ça ne fonctionne encore aujourd'hui. Et s'il devait y avoir une élection présidentielle aujourd'hui, dans un mois, ça fonctionnerait exactement de cette façon-là. Et il est absolument impossible de hacker le système. Et c'est là que j'en reviens au mot dont je vous parlais tout à l'heure, les circonstances, dont je ne connais pas encore la portée. Seules les circonstances seront de nature à faire basculer l'opinion publique dans quelque chose d'autre. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure que l'opinion publique savait ce qu'elle ne voulait plus, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. Ben, les conditions, les circonstances vont nous y aider, et c'est tout le travail que nous faisons, et y compris le vôtre, qui contribue à stimuler l'opinion publique, et qui, le moment venu, se dira, c'est peut-être le moment de la bascule. Quel peut être ce déclic, selon vous? Vous savez, ça peut relever de symboles. Regardez la révolution de 1789, la Bastille, prison avec 8 ou 9 prisonniers. En soi, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que la Bastille est un élément essentiel de la Révolution française? Non, la Révolution française, elle puise ses racines bien avant, dans les Lumières. Mais à un moment donné, vous avez un élément d'accélération, voilà, qui peut relever de l'anecdotique, mais qui est retenu par l'histoire comme étant le moment où les choses ont basculé. Et ça ne se décrète pas. Les personnes qui ont pris la Bastille, ce jour-là, n'ont pas formalisé le fait que c'était le moment pivot de la Révolution française. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Mais ça peut être plein de choses. Encore une fois, les circonstances, ça peut être... Demain, vous avez une crise financière monumentale. Vous avez BNP Paribas qui est en situation de dépôt de bilan. Vous pensez que ça peut arriver? Ah oui. Les banques françaises sont quand même assez relativement solides, non? On en reparlera jusqu'au moment où elles ne le seront plus. Mais avec le système de solidarité bancaire là, qu'ils ont installé, c'est oui, quand même un peu plus solide, non? En 2008, oui, ça puait, mais là... Tout ce qui a été construit depuis 2008, c'est de l'enfumage, c'est du marketing. Alors oui, on a renforcé... Vous pensez vraiment? Ah oui, on a... Ouh, alors là, moi, je suis paumé, moi. Effectivement, on a renforcé le bilan des banques, on a mis quelques paires de fous, mais le jour où la chute de Lehman Brothers et les réactions en chaîne, fondamentalement, rien n'a été fait pour que ça ne se reproduise plus. Rien. Bah, ils peuvent plus vraiment spéculer maintenant, les banques. Ah bon? Beaucoup moins. Enfin, mais beaucoup moins quand même. Non, mais elles ont beaucoup moins de marge pour spéculer, c'est ça que je veux dire. Elles peuvent toujours spéculer, mais beaucoup moins. Elles ont beaucoup moins de marge, non? Parce que vous pensez qu'elles font tout dans le cadre de la loi, de ce qui leur est permis de faire? Il me semblait.